vous l'avez compris, on va parler de R32 et également de pompe à chaleur hybride. Pour commencer, on va se faire un petit rappel entre le 410 et le R32. Alors, je ne vais pas vous détailler tout, on parle beaucoup de tous ces gaz depuis ce matin. Je vais simplement juste rappeler que pour nous, le R32 était le successeur logique du 410, surtout pour nos installateurs. Vous le savez, le changement, c'est toujours compliqué à travers les équipements, à travers beaucoup de choses finalement. On n'aime pas changer nos habitudes. Le R32 était une façon d'amener notre profession vers quelque chose peut-être de plus facile à appréhender. Donc, vraiment, ce que je veux mettre en avant sur cette slide-ci, c'est que vraiment le R32 venait coller à ce qu'on avait décidé lors du protocole de Montréal en 1987 de mémoire, c'était de travailler avec des gaz possédant un PRP, un PRG, comme vous voulez, inférieur à 750. Point de vue pack hybride, dans un premier temps, en 2013, nous avons sorti une pack au 410. Donc quand je parle de pack hybride, excusez-moi, c'est de pack hybride couplé avec une chaudière gaz, nat ou propane. Cette première pompe à chaleur que nous avons sortie en 2013, elle possédait une liaison frigorifique. On était au 410 et on travaillait aisément avec cela. Côté régulation, on avait déjà mis quelque chose d'évolué où l'on pouvait travailler soit avec un système économique, soit un système écologique. Et cela au bon vouloir du particulier. C'est-à-dire que le point de travail, de la modulation, de l'hybridation entre la chaudière et la pompe à chaleur était fait suivant un critère soit, on va dire, bienfaiteur pour la planète, soit bienfaiteur pour le porte-monnaie du particulier. L'an dernier, 2020, on a passé beaucoup de pompes à chaleur chez nous au R32 et la PAC hybride a également évolué. Par contre, alors oui, elle a évolué, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser. Cette pompe à chaleur, on a quitté la liaison frigo. Pourquoi ? Pour diminuer bien évidemment la charge de gaz, mais également pour éviter tout problème par rapport au côté A2L. On a laissé le gaz frigorigène à l'extérieur de la maison. C'est ce que l'on fait sur beaucoup de packs aujourd'hui, que ce soit au R32 ou au R290. Si on fait vite fait un petit comparatif des avancées que l'on a pu avoir entre le R32 et le 410, on peut regarder que, point de vue scope, COP ou label, on est quasiment sur du kiff-kiff. Normalement, la PAC au R32 devrait être un petit peu mieux. Par contre, je vais vous confier que nous sommes passés d'un échangeur à plaque à un échangeur tubulaire au R32, ce qui fait qu'on va avoir un petit peu plus de pincement, ce qui fait que, vous le voyez sur les chiffres derrière moi, on est quasiment équivalent. Par contre, le R32 va amener le fait d'être beaucoup plus vertueux, bien évidemment pour la planète. Je vous ai parlé du PRP tout à l'heure. Ici, derrière, vous pouvez voir également que la charge de gaz est passée de 1,5 kg à 0,56. Je suis en train de vous dire que pour le même volume de gaz, aujourd'hui, on peut quasiment fabriquer 3 pompes à chaleur au lieu d'une seule. Dessous, très important également, le tonnage équivalent carbone, je vous laisse découvrir, on passe de 3 à 0,38, non négligeable. Le cas concret que je vais vous présenter maintenant, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas au R32, il est au 410. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait dit d'amener quelque chose de concret, et comme les packs au R32, on les a juste amenés courant d'année dernière, je n'aurais pas eu 2 hivers à vous prouver. Par contre, comme je viens de vous l'expliquer, le rendement, les COP sont équivalents au 410 qu'au R32. Donc ce que je vais vous montrer là, mais normalement, je devrais être censé pouvoir vous les montrer dans 2 ans sur un produit au R32. La situation du chantier dans le sud de la France, pas très loin de chez moi, vous l'aurez compris certainement à l'accent, entre Toulouse et Carcassonne, l'altitude, moins de 200 mètres, les TJU un peu en dessous de 1900. Cette maison, c'est ce qu'on appelle un corps de ferme dans le Lauragais, très belle maison en pierre magnifique. Le seul problème des maisons en pierre, c'est que tout le monde aime bien rejointer la pierre et on se retrouve avec des déperditions relativement importantes. Donc cet état des lieux que l'on va faire, on va être vraiment sur ce que l'on peut trouver sur un grand nombre de maisons en France, c'est-à-dire un corps de ferme grand. Et qu'est-ce qu'on a fait il y a des années? On a mis une belle cuve fuel, une bonne chaudière fuel, chauffage eau chaude
et des radiateurs. Là, par contre, les radiateurs sont très beaux, gros volume d'eau, très bien pour la pompe à chaleur. Ce sont des radiateurs fonte un petit peu de style haussmannien. La vue d'ensemble du projet, les envies du propriétaire, il y avait vraiment un côté très écologique dans l'approche. On l'a très vite senti. Leur but, pour eux, c'était d'éliminer le fioul. Ils ont très bien compris que ce n'était pas l'avenir pour notre belle planète. Donc ça, ils voulaient l'éliminer. Donc bien entendu, passer au maximum avec les énergies renouvelables. Et ils voulaient à tout prix, l'une des volontés, bien évidemment, c'était de diminuer leur facture de chauffage. 2700 litres de fioul. Je vous laisse imaginer ce que c'est à la fin de l'année. Les contraintes d'installation, 220 mètres carrés, hauteur sous plafond traditionnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une belle maison, par contre, avec beaucoup de déperdition, 19,2 kg. C'est quand même assez élevé. Autre souci, maison en bout de ligne, isolée. Donc, transfo très loin, maison en bout de ligne, impossible de passer en triphasé. Donc, ce problème-là, je suis plutôt content de vous le présenter parce que c'est la problématique qu'ont nos installateurs très souvent. Beaucoup de déperdition, pas de 380, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque temps, on disait, on va vous changer la chaudière fioul, on va vous mettre une condensation, vous allez faire des économies. Ça y est, on a changé de siècle. On n'est plus là-dessus. Donc ce que l'on a fait, l'installateur nous a appelé, il nous a dit, j'ai une maison, c'est une problématique, venez m'aider. Donc la première des choses qu'on a aidé à faire à cet installateur, c'est d'analyser un petit peu les déperditions. On a tracé la courbe, ici, la droite, pardon, en bleu, la température extérieure de base, d'accord? Et puis, on a tracé la courbe de déperdition. Donc, on voit très bien qu'ici, à 20 degrés, nous sommes à la température de non-chauffe, et à moins 5, on atteint les 19 kg. Voici la courbe de déperdition. Derrière, on a calculé, peut-être, de faire une proposition peut-être audacieuse. Pourquoi audacieuse? Parce qu'il y a quelque temps en arrière, quand pour sortir une chaudière fioul d'une maison, ou une cuve fioul également, proposer du propane, on nous prenait pour des fous. Parce que tout simplement, le propane avait quasiment le coût du kilowattheure équivalent à l'électricité. Donc, pour la plupart des installateurs, c'était complètement aberrant. Sauf que, nous, industriels, quand je dis nous, c'est nous Dekin, mais les confrères également, on avance tous les jours, on essaye de trouver des solutions pour ce style de problème. Donc en fait, ce qu'on a essayé d'imaginer, c'est d'enlever le fioul, de mettre une PAC hybride de 8 kg avec une chaudière de 33 kg, ce qui allait nous laisser beaucoup de puissance, vous savez, pour ce fameux hiver, tous les 15 ans, où tout d'un coup, on a du moins 12. Il faut y penser aussi, mine de rien. Et on a décidé d'installer une cuve au propane. Côté eau chaude sanitaire, étant donné qu'on mettait du propane, qu'on pourrait penser pas très vertueux par rapport à une PAC seule, on a décidé de mettre un système solaire qui va venir aider tout ça et qui va finalement redonner beaucoup de vertus à cette installation. On a mis un ballon de 300 litres avec 3 panneaux, pas 2, 3. Pourquoi? Parce qu'on a mis un système auto-vidangeable non glycolé. Et ça nous a permis de pouvoir surdimensionner la partie captation de chaleur par rapport au stockage. Une fois qu'on a pris cette décision, au moins de proposition, on a regardé un petit peu ce que ça donnait. Et finalement, on se rend compte qu'ici, la partie pompe à chaleur seule va quasiment couvrir 50% du temps. Excusez-moi, j'ai oublié de vous stipuler tout à l'heure que également, quand on parle d'hybridation, on trace également la température moyenne hivernale. C'est des chiffres qui sont parfois compliqués à trouver. C'est dommage parce que quand on veut chercher une température extérieure de base d'une région, on la trouve très vite. Par contre, une température moyenne, sur certains départements même, je n'arrive pas à les trouver. C'est quelque chose de dommage. Mais ceci dit, c'est très important pour l'hybridation. Donc pour finir, excusez-moi, ici, la partie où la pompe à chaleur va œuvrer seule, ici la partie hybridation, et ici, alors c'est tracé jusqu'à moins 15, on a rarement moins 15 dans le sud, ou alors il faut monter très haut, mais la chaudière est capable de toute manière de fournir la puissance à la maison. Côté réalisation, je vais essayer d'accélérer peut-être un peu. Ouais, c'est ça, il me semblait. Côté réalisation, excusez-moi, messieurs. Mais la PAC, la chaudière avec le module hybride et la cuve propane qui a été faite avec l'entreprise Butagas, qui était partenaire de l'installateur. Ici, vous voyez la partie solaire, donc le ballon auto-vidangeable et les 3 panneaux sur le toit. Et en dernier, vous voyez la petite photo, l'ensemble de la chaufferie. Comme ça pourrait ressembler à une station MIR. On est sur une installation très très simple. Le constat que l'on peut faire, vous l'avez devant vous.
Si on prend la dernière consommation de fuel, ce que vous avez là, c'est pour ça que je vous ai parlé de quelque chose de factuel tout à l'heure, ce que vous avez là, c'est les factures claires et nettes que m'ont confiées les particuliers. On est sur du factuel une fois de plus. Point de vue, à l'époque du fuel, on était sur 2017 avec 2800 litres de fuel à 0,88, vous voyez le chiffre, et la consommation électrique de la maison. Parce que de toute manière, quand on passe avec une pompe à chaleur, on continue à allumer la lumière. Donc on n'a pris pas la consommation de la PAC, on a pris la consommation générale de la maison. On était sur un budget énergétique de 2 856 € pour ces gens-là, ce qui est, somme toute, élevé. Une fois qu'on est passé avec la PAC hybride au propane couplé solaire, on est tombé à 1848. Je vous laisse lire la conclusion dessous. On passe du fuel au propane avec nos nouvelles technologies, avec nos nouveaux gaz. 36% d'économie financière. Là, c'est du factuel. Là, on parle des vrais Français, ceux qui font les virements. La conclusion que je vais vous faire, c'est que oui, le travail que nous faisons tous sur les nouveaux gaz, sur les nouvelles technologies, les nouveaux compresseurs, il y a plein de choses qui évoluent dans notre métier aujourd'hui. Donc oui, le R32 fait partie des gaz qui sont faciles à utiliser aujourd'hui. On aurait pu faire la même chose avec le R290. Je pense qu'on va glisser rapidement vers le R290 pour certaines solutions, en pompe à chaleur également. Par contre, je vais me permettre de mettre un petit bémol sur une inquiétude. Depuis ce matin, on parle beaucoup d'évoluer plus vite que prévu. Et il y a une chose, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur le terrain avec ces fameux installateurs, et c'est pour ça que je rejoins le monsieur qui parlait de formation tout à l'heure et de remise à niveau. Il faut savoir que les installateurs, je vous l'ai dit au tout début, n'aiment pas le changement. Aujourd'hui, ils ont vraiment besoin que nous, industriels, État, centre de formation, fédération, il faut vraiment qu'on aide les entreprises à évoluer. Leur problème à eux, au quotidien, c'est de payer leur URSSAF, de trouver des gens qui veulent travailler, de pouvoir les former, de trouver des gens capables de travailler. Ça, c'est leur problème au quotidien. Voilà. Et quand nous, on arrive et qu'on dit, les gars, bon, mais on va passer de tel gaz à tel gaz, on embête beaucoup de monde. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il faut avancer pour la planète. C'est sûr que, ce que disait ce matin M. Joussel, et j'adhère complètement, et j'ai bu ses paroles comme nombre d'entre vous, je pense. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir accompagner les professionnels sur le terrain. Voilà, merci. Merci Jean-Philippe. On va garder des questions après les 4 présentations. Merci pour la passion aussi de partager ça, c'est important. Je vais demander à Jérôme Barbier, on va monter en taille, on va parler du tertiaire. Bonjour. Donc moi je vais être plus orienté gaz. Je vais moins être sur un exemple précis, concret, net et précis, mais je vais surtout vous montrer ce qu'on est capable de faire avec du R1-234Z2. Et en fait, je m'aperçois, après avoir suivi depuis ce matin tous les intervenants, que ma présentation va être un résumé de tout ce qu'on a dit depuis ce matin, à peu près. Donc déjà, pour commencer, le R1-234Z2, on va rentrer un peu dans des chiffres ou dans des formules, je ne vais pas vous la lire. Déjà, son gros avantage du R1-234Z2, c'est qu'il a un impact sur la couche d'ozone égal à 0. Donc, il n'impacte pas la couche d'ozone. Et au dernier rapport du GIEC, il est inférieur à 1 en PRP, donc, ou en GWP, comme vous voulez, selon les gens, comment ils veulent les lire. Donc, l'impact environnemental est très, très faible, sachant qu'en plus, sa durée de vie dans l'atmosphère est, comme on le disait ce matin, très courte. C'est effectivement, donc voilà, par rapport à l'environnement. Ensuite, par rapport à son utilisation, effectivement, c'est un gaz A2L, donc légèrement inflammable. Il faut noter que sa limite d'inflammabilité à 21 degrés, c'est qu'il est ininflammable. Donc déjà, il faut déjà être dans certaines conditions pour l'inflammer. Ensuite, à 100 degrés, il est entre 7 et 12%. Mais surtout, son énergie nécessaire d'allumage est très haute, entre 61 000 et 64 000 millijoules. Ce qui fait qu'il est très facile à utiliser et dans des salles des machines, par exemple.
On verra pourquoi après. Ensuite, par rapport aux pompes à chaleur en proprement dites, le R1.234Z2 a cet avantage de pouvoir fabriquer de l'eau à 85 degrés sur des plages de pression qui sont accessibles avec à peu près tous les types de compresseurs. Bon, il n'y a pas encore toutes les technologies disponibles, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Un autre avantage, bon ça on l'avait rajouté, mais en fait c'est de la redite depuis ce matin. Donc en France, donc le gaz étant classé HFO, son avantage c'est qu'il est, il est éligible au dispositif de suramortissement, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus jusqu'au 31 décembre 2022. On peut également rajouter que ce suramortissement est compatible avec les C2E. Voilà. Et donc, moi, je vais beaucoup moins rentrer dans les détails. Pour vous donner un exemple, et je vais venir à la fin sur les produits qu'on fait chez Carrier par rapport à ça. Donc, un exemple d'utilisation dans le tertiaire. Donc, on a mis chez Carrier 2 pompes à chaleur OO à la clinique de Quimper. Donc pour s'occuper de la totalité de la clinique. Et juste pour à titre d'information, juste à côté, je vous ai montré, j'ai mis un graphique indiquant l'impact du R1.234Z2 actuellement en France. Donc on voit les chiffres de janvier 2020 où on était à 29% de machines installées au R1.234Z2 et on voit qu'en juin 2021 on est passé à 39%. Donc c'est un gaz, étant donné qu'il est facile à utiliser, on arrive à facilement l'installer. Ça part de voilà. Donc pour conclure, je vous montre un exemple donc de ce qu'on propose chez Carrier. Donc une pompe à chaleur avec donc on peut monter de l'eau jusqu'à 85 degrés. C'est une technologie de compresseur à vis. On propose des puissances qui vont de 300 à 1570 kW. Bon, là, on a mis un petit exemple juste pour expliquer, pour faciliter leur intégration dans les salles des machines. Elle a un coffret électrique pressurisé. Mais voilà. Et voilà. Je vais rattraper. Voilà. Merci Jérôme. Donc le tertiaire, il y a aussi de nombreuses applications possibles et il y a aussi le monde industriel. Et on va changer de fluide, on va passer sur du propane. Donc Monsieur Manoury de IDF Thermique du groupe Vinci va nous présenter des installations en propane avec des rooftops qui ont été installés. Effectivement, je suis Benoît Manoury, je représente Vinci Énergie aujourd'hui. Et, donc, je vais vous présenter une référence qu'on a fait avec des rooftops au R290. Donc, on s'adressait à un industriel de l'aéronautique qui avait des machines très vétustes qui étaient au R22. Donc, cet industriel de l'aéronautique utilisait des produits d'huile de coupe dans son usine, donc avec une atmosphère très chargée en huile, un système d'extraction pour extraire ces huiles en suspension, mais avec un renouvellement d'air qui était pas assez assuré par la technologie d'avant, quoi. Donc ces anciennes installations au R22 étaient dans un état déplorable, donc il a décidé de les remplacer. Et donc on lui a proposé un système de type tout-air pour avoir un renouvellement d'air sain et de venir compenser l'air du système d'extraction d'huile de coupe. Donc on n'a pas fait que introduire de l'air neuf et de la chauffer ou de la rafraîchir. Simplement, on a créé un système de récupération d'énergie sur l'air vicié, donc l'air vicié qui est chauffé dans l'entrepôt, pour venir récupérer plus de 70 kW d'énergie en hiver. Donc ici, on est sur 3 machines qui font à peu près 165 kW de froid et 220 kW de chaud. Donc c'est des machines qui sont pas très très puissantes, mais qui sont quand même des installations qui sont industrielles. Donc pourquoi on a fait le choix du propane? En fait, c'est simple, c'est que le client en avait assez sans arrêt de changer de fluide frigorigène. Et donc on lui a proposé un système avec un PRP proche de zéro et surtout un fluide qui n'est pas amené à disparaître dans le temps. C'est ce qui l'a convaincu de choisir cette solution, malgré le surinvestissement que ça produit par rapport à une installation classique avec une installation fluorée.
Pour la petite histoire, en fait, il nous a passé la commande alors qu'on était 20% plus cher que nos confrères pour des raisons de bilan carbone et de retour sur investissement de notre solution. Donc les mesures de prévention qu'on a dû mettre en place sont de deux types. Il y a des mesures de prévention liées à la machine elle-même. Donc on retrouve un détecteur propane à l'intérieur de la machine, un ventilateur ATEX qui vient ventiler la zone où est situé le propane dans le compartimentage des compresseurs, et un avertisseur sonore pour signaler la présence de propane le cas échéant. Donc ensuite, pour l'installation encore, il y a une double alimentation, une alimentation triphasée classique pour le système thermodynamique de la pompe à chaleur, et un système ondulé qui est sur du courant secouru pour alimenter tous les organes de sécurité liés à la sécurité propane. Donc on peut voir qu'au niveau des rendements énergétiques, le R290 se passe très bien également. Donc il a un COP de 4,37 là où les autres fluides ont un COP légèrement inférieur. Donc au niveau de la consommation d'énergie, on est aussi sur des hauts rendements. Donc on a fait une analyse des risques liés à l'utilisation du propane sur la machine, on l'a vu tout à l'heure, mais également liés à l'environnement dans lequel on installe la machine. Donc là, on l'a installé dans une usine, donc il fallait se prémunir d'éventuels rejets de propane en cas de fuite de frigorigène de la machine. Donc on s'est appuyé sur le bureau de contrôle APAV qui nous a fait une analyse des risques, et on a déterminé deux zones en fonction des hypothèses, de savoir une fuite lente ou une rupture de canalisation brutale. Et sur le cas le plus extrême, donc à savoir une rupture de canalisation brutale sur le rooftop, on a une zone à respecter de 5 mètres dans lequel il ne faut pas installer de matériel qui soit non ATEX. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a dû ajouter en fait un second détecteur de propane sur l'installation d'un rooftop qui était en mezzanine, car le propane étant plus lourd que l'air, il stratifie en partie basse. Et donc, à l'activation de cette détection de propane, on vient activer les ventilocondenseurs pour venir brasser le volume d'air qui est en sous-face du rooftop. Donc, on s'est appuyé sur eux pour déterminer les différentes analyses par rapport au caractère ATEX. Et il nous a fait remonter également qu'il fallait faire remonter une alarme au système de sécurité incendie du site en cas de fuite de propane. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, réseau urbain, présentation de deux sujets avec deux typologies de technologies et deux fluides différents. Pour compléter cette journée, je pense que ça sera vraiment complet après tout ce qu'on a pu voir. Le premier sujet, donc le 1234Z2, comme le confrère en a parlé, je vais pas revenir sur la spécificité du fluide en lui-même. Le sujet donc concerne des pompes à chaleur centrifuges, donc installées sur la valorisation d'eau de Seine. Réseau urbain passé sur Paris, bien sûr, puisque c'est de l'eau de Seine. Et clairement, en fait, c'était un gros sujet, 15 MW de chaud à développer en deux machines, des compresseurs centrifuges biétagés qui ont été installés, qui permettent une hauteur de compression de 80 degrés en température équivalente, et une production donc capable de 5 degrés d'eau glacée jusqu'à 85 degrés d'eau chaude, avec un COP mini qui était challengé de 3. Donc concrètement, sur cette réalisation, au-delà du challenge technologique pour cette hauteur de compression et cette puissance à développer, avec le COP, quelles ont été les subtilités en termes de performance pour atteindre ce besoin.
il y a eu une réflexion sur la mise en œuvre d'échangeurs en série. Donc on a eu une série hydraulique sur aussi bien côté évaporateur que condenseur. Il y a eu également une réflexion avec notre client pour retirer les échangeurs de barrage côté réseau urbain. Et donc l'eau du réseau urbain vient directement dans les échangeurs de la pompe à chaleur, enfin des pompes à chaleur, avec donc des échangeurs multitubulaires directement équipés en tube cuivre, en tube acier, pardon, qui au départ étaient en tube cuivre. Et du fait de la variabilité des températures de l'eau de Seine, la variation de vitesse s'est également imposée. Donc on parle de puissance conséquente, hein, de moteurs électriques de 1500 à 1800 kW élec. Donc pas anodin, mais la variation de vitesse s'est très vite imposée pour cette souplesse de fonctionnement par rapport aux différents régimes de fonctionnement, donc BP flottante, et par rapport à l'intérêt électrique lié au système de démarrage. Donc ce sont des machines avec des échangeurs noyés, avec des quantités de fluide, une quantité de fluide qui est conséquente, hein, 6600 kg en tout. Mais l'intérêt des échangeurs noyés, c'est bien sûr le très faible pincement et donc une meilleure performance. Donc pourquoi le Z2 sur ce sujet, hein, c'est lié au contexte géographique et réglementaire. Ça va reprendre un petit peu ce qui a été développé précédemment par Mme Barba. On était dans une zone urbaine dense, des locaux techniques qui étaient semi-enterrés, donc une complexité d'accès. Et bien sûr, le choix du client a été d'avoir un fluide à faible PRP. La forte puissance était nécessaire avec très peu de surface. Le foncier en Île-de-France est toujours un problème. Et bien sûr, il fallait de la performance. Donc l'ammoniac a été très vite écarté avec l'ICPE 4735, les quantités de fluide. La technologie centrifuge était forcément compatible, beaucoup plus compatible que d'autres technologies par rapport à la puissance à développer, et donc le choix d'un fluide synthétique vers un fluide synthétique. Et le HFO, donc 1234, avec ses performances en régime pompe à chaleur, le 1234 Z2, pardon, a été retenu. Voilà pour ce sujet. Un autre sujet en réseau urbain qui démontre que il n'y a pas que les fluides synthétiques qui sont possibles, l'ammoniac aussi. L'ammoniac a été installé et commence à être installé de plus en plus en fonction de certains contextes. Donc cet exemple-là, il n'est pas sur l'Île-de-France, il est dans l'Est de la France. Une production d'eau glacée et d'eau chaude simultanée. Un client qui avait donc les besoins simultanés, avec donc une technologie à piston, toujours biétagée par rapport à la hauteur de compression qui était à réaliser, de 83 degrés équivalente. 1 MW de froid pour 1 MW 5 de chaud, à 88 degrés. Toujours une production d'eau glacée, donc à 5 degrés. Un COP global quasiment de 5. Et les performances, elles sont liées à quoi sur cet équipement, sur cette solution? L'ammoniac a un très grand intérêt en pompe à chaleur et en production de chaleur. C'est qu'il a une température de refoulement qui est très élevée. Donc, la solution d'intégration des surchauffeurs a vraiment de la pertinence. Les échangeurs à plaques sur l'équipement sont noyés. Donc, pareil, le pincement et puis l'intérêt aussi sur la faible quantité de fluide. Et aussi la variation de vitesse qui amène cette souplesse de fonctionnement et optimisation énergétique. Et donc on est sur un équipement pour 1 MW chaud de 85 kg d'ammoniac, donc extrêmement faible, non soumis donc à l'ICPE, intégré dans un local technique complètement clos pour le séparer du reste de l'installation. Donc voilà, pourquoi le fluide a été choisi. On était en zone urbaine, mais les locaux techniques étaient de plein pied. N'étant pas soumis à l'ICPE, les contraintes étaient faibles pour l'intégration.
même si le N378 et les règles de l'art liées à l'ammoniac ont été pleinement intégrées, le local technique, j'en ai parlé, avec tout ce qui est trait à la sécurité des personnes. Le faible PRP, bien sûr, était un critère pour le client. Et du fait que la puissance a développé, alors je parle de puissance moyenne par rapport à un réseau urbain, je ne suis pas dénigré du tout le reste de la profession. Voilà, par rapport à la puissance moyenne, la performance attendue, l'ammoniac a été retenu pour tous ces critères. Voilà, j'en ai fini.